les liens entre l'IA et le management, également la directrice fondatrice du Centre Schema de l'intelligence artificielle, Margherita Pagani. Nous sommes 3 directeurs. Si vous avez un voisin qui est encore en train de parler, je vous invite à l'aider à trouver son calme, c'est gentil. Nous sommes 3 directeurs de programme, une nouvelle directrice, nouvelle d'une année, mais c'est un grand pas en avant pour Schema, qu'on matérialise l'IA par un master spécialisé chef de projet IA. Je vous invite à applaudir Madame Salma André. Un ami du programme, également un de vos professeurs pour bon nombre de... Un professeur pour bon nombre de groupes en e-business, le directeur du master spécialisé marketing digital et commerce électronique, Jean-François Guinvarch. Voilà. Et j'aurai le grand honneur de vous accompagner également sur cette soirée qui est faite en partenariat avec Schema Publica. Je pense que Madame la ministre en dira un mot tout à l'heure, mais c'est vraiment un honneur d'être en partenariat avec Schema Publica, puisqu'on est sur le lien entre ce que nous faisons et l'impact de ce que nous faisons. Et en particulier, en ce qui vous concerne, l'impact de l'action de chacun de vous. Voilà, on a un petit secret qui ne se serait pas dévoilé ce soir. En tout cas, la personne se semble un peu timide pour l'aborder publiquement ce soir. Mais sachez qu'un de vos camarades, assis à votre droite et votre gauche, est en train de changer la vie de bon nombre de jeunes femmes dans son pays d'origine en Afrique, et cela avec le soutien de Schema Publica, avec le soutien de Madame la ministre et le soutien de la fondation Schema. Donc, je ne nommerai pas qui c'est, parce qu'il a demandé qu'on le fasse pas ce soir, mais vous pouvez vous applaudir collectivement sur l'impact positif de chacun de vous avez sur la vie de celles et ceux que vous aimez et un peu au-delà. Et puis c'est un honneur tout particulier de savoir que l'attention de tout Schema se porte sur vous, en l'occurrence incarné par la présence ce soir d'un membre du comité exécutif de Schema, la directrice de la faculté, qui je vous invite à applaudir et qu'elle dira juste un petit mot de bienvenue, si elle va bien, Madame Raluca Sandou. Voilà. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici avec vous. Et oui, toute l'attention se porte parce que c'est une belle effervescence ce soir. Donc, merci Desmond d'organiser comme d'habitude ces belles occasions. Qu'est-ce que je peux dire? Je ne vais pas prendre trop de temps parce que vous avez ce soir l'occasion de traiter un sujet passionnant avec des intervenants de très haut niveau. Donc, je vais leur laisser l'opportunité de vous parler tout de suite. Et je suis très contente d'être là sur un sujet passionnant, donc le découvrir, l'explorer avec vous. Et ce qui est très important, c'est que je suis là tout simplement pour me nourrir de ces connaissances et comme d'habitude pour me nourrir de votre enthousiasme. Parce que ça se voit et ça se sent. Et bravo pour tout ce que vous faites et profitez. Vous êtes les premiers, les pionniers à aborder ce type de sujet. Vous êtes là pour transformer. Donc, merci et bon courage. Et la particularité avant de notre apprentissage en commun ce soir, c'est que Madame Frédérique Vidal a conçu à nos côtés cette soirée comme un exercice de co-création, c'est-à-dire qu'elle vous invitait en amont et en présentiel à réfléchir à votre propre usage de l'IA, notamment dans l'enseignement, et de réfléchir
en quoi, en miroir, si vos attentes vis-à-vis de vos enseignants évoluent en présence de l'IA générative, en quoi les attentes de vos futurs employeurs vont évoluer ou évoluent déjà au sein de vos alternances en tant que futur manager de projet de programme. Donc, ça va être de très, très riches échanges. Le soir est conçu de la manière suivante, une intervention en keynote de Madame la Ministre à partir d'une étude approfondie qui a été faite au sein de Schema Publica et qui a été enrichie d'un certain nombre d'échanges qualitatifs, certains auxquels j'ai eu l'honneur d'assister. Donc, ça va fixer un cadre. Ensuite, je prendrai 3 questions de l'auditoire, dont Arthur. Arthur, Elena et Lionel, pour ne pas les nommer, mais je prends les 3 autres si ça vient, pour des questions de clarification ou d'approfondissement des propos de Madame la Ministre. Et ensuite, on va mettre en place la magnifique table ronde que nous avons pu voir ensemble, de telle manière à ce que vos échanges soient encore nourris. Et pour cela, et pas que pour cela, je me permets de signer la présence et vous invite à applaudir le chef de projet du think tank Schema Publica, qui a été acteur majeur dans la construction de cette soirée et qui fera en plus les liens avec vous pour poser les questions tout à l'heure. Bien évidemment, c'est M. Sean Skoll. Voilà. Voilà, si tout le monde est d'accord, j'ai l'immense honneur de présenter quelqu'un qui démontre, incarne à mes yeux quelque chose, un savoir-être absolument essentiel pour tout chef de projet, c'est-à-dire une forme de curiosité. Je l'ai vu assister à 2 de vos conférences et je l'ai vu prendre des notes pendant 2 fois 90 minutes et ensuite poursuivre les échanges avec les intervenants après. Donc, un engagement rarissime. Et c'est aujourd'hui fruit d'une écoute et d'une curiosité enrichie qu'elle va vous livrer un cadrage sur le sujet qui nous concerne pour nous ouvrir aux questions. Je vous invite à applaudir, comme il se doit, la directrice de développement de Schema Publica, Madame Frédérique Vidal. Merci beaucoup, Desmond. Bonsoir à tous. D'abord, vous dire à quel point je suis heureuse d'être là et immédiatement lancer mon chronomètre parce que sinon, je peux vous parler de ce sujet pendant des heures. Et je crois qu'on a d'autres choses à faire après, en tout cas pour ceux qui ont répondu présents. Pour ce soir, on sera ravis de se retrouver ensuite pour continuer la discussion. Alors d'abord, je voudrais vous présenter un petit peu Schema Publica. Schema Publica, c'est un think tank. Et un think tank, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où l'on réfléchit à des grands sujets de société. Et la particularité du think tank de Schema, c'est que cette réflexion, elle s'appuie sur les travaux de recherche de vos professeurs. Et donc, c'est pas une réflexion qui se pose sur des opinions, c'est une réflexion qui se pose sur de la connaissance qui a été produite par vos professeurs dans cette école et puis évidemment d'autres professeurs, d'autres écoles. Donc, c'est un think tank qui a vraiment vocation à avoir les bases les plus scientifiques possibles et l'objectif, c'est que l'on puisse utiliser les travaux de recherche de l'école, donc leur donner de l'impact en travaillant pour les présenter de façon à ce qu'ils puissent faire réfléchir les politiques publiques, les agences gouvernementales, l'Union européenne, tous ceux qui nous font le plaisir et l'honneur de lire ces rapports. Et donc, vous en avez quelques-uns ici, donc autour de la digitalisation, autour du sport, autour de la relation franco-suédoise. Donc, à chaque fois, des publications qui ont fait date chacune dans leur genre. Et ce soir, je voudrais m'appuyer sur l'une de ces publications qui s'appelle Transition numérique, impact et dépendance, dans lesquelles, bien sûr, on aborde la question de l'intelligence artificielle. Et alors, je ne vais pas, évidemment, vous barber avec l'ensemble des conclusions auxquelles on arrive,
On arrive à 12 recommandations de politique publique sur un rapport qui fait une 50aine de pages. Bon, enfin, ça se lit, 50 pages, je vous rassure. Et c'est à partir de ces 12 recommandations, j'ai souhaité en isoler 4 ce soir parce qu'il me semble qu'elles correspondaient bien à la thématique que nous souhaitons aborder avec vous. Et puis, comme le disait Desmond, c'est une grande première parce que dans Schema Publica, je voudrais avoir un nouvel axe que j'ai souhaité appeler dialogue. Et donc, dans cet axe, l'idée, c'est de faire dialoguer des chercheurs de disciplines différentes autour d'un même sujet et qu'ils apportent chacun leur vision scientifique sur le sujet en question. Mais je voudrais aussi un dialogue avec vous, avec les étudiants, et surtout quand on touche à des questions qui vous concernent en premier lieu, parce qu'évidemment, c'est vous qui êtes quelque part les pionniers dans l'usage de l'intelligence artificielle, que ce soit dans votre façon d'apprendre, dans votre façon d'interagir avec vos profs. Vos profs ont aussi parfois à apprendre comment fonctionnent les intelligences artificielles. Et puis, vous serez probablement aussi parmi les premiers à travailler à l'heure de l'intelligence artificielle dans les boîtes. Et tout ça, ça se co-construit. Et je dis toujours que lorsque quelque chose a l'air un peu effrayant, il vaut mieux participer à la construction plutôt que attendre et rester effrayé. Et donc, c'est un petit peu le but de ce soir. Et vos contributions, même si certaines ont probablement été rédigées à l'aide d'une intelligence artificielle, eh bien, vos contributions, elles sont très importantes pour nous et les interactions qu'on pourra avoir aussi seront très importantes pour nous. Alors, quatre recommandations que j'ai extraites de ce rapport. Et la première, elle consiste à, pour moi, une chose qui est essentielle, c'est comprendre ce qu'est une intelligence artificielle et surtout ce que n'est pas une intelligence artificielle. Et dans le monde spécialisé, il y a beaucoup de débats sur le fait qu'on a très mal choisi le nom, et notamment on a très mal choisi d'associer intelligence qui ramène immédiatement à l'intelligence humaine, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence rationnelle et le artificiel. Et on a l'impression que, en fait, ce qui est en train d'émerger, ce sont des cerveaux qui vont remplacer nos cerveaux. Or, en fait, les outils d'intelligence artificielle, ce sont des outils, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais qui sont fondés essentiellement sur de la fouille de données, sur de l'apprentissage, de l'auto-apprentissage aussi, on y reviendra. Et donc, à l'heure où on se parle, je ne dis pas que ce sera toujours comme ça, mais en tout cas, à l'heure où on se parle, la question de la créativité, la question de la curiosité, la question de l'esprit critique, ce n'est pas quelque chose qui touche les intelligences artificielles. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Ce sont globalement des algorithmes statistiques qu'il y a derrière. C'est-à-dire que globalement, elles vont aller regarder quel est le mot le plus fréquemment employé après le mot précédent. Et donc ça, c'est très important que vous le compreniez parce que ça n'a rien à voir avec une encyclopédie. C'est une construction de succession de mots et l'algorithme ou l'écran qui affiche cette succession de mots n'a aucune idée du sens de ce qu'elle affiche. Et donc ça, c'est très important parce que c'est très trompeur, si je puis dire, quand on lit quelque chose qui a été rédigé par une intelligence artificielle, on a l'impression qu'on aurait pu le rédiger soi-même. Et en fait, globalement, non, c'est pas le cas, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, première chose, vraiment faire en sorte que dès le plus jeune âge, si possible, et dans la population générale, idéalement, on comprenne ce qu'est une intelligence artificielle et ce qu'elle n'est pas, mais il y a de beaucoup plus grands spécialistes que moi ce soir qui probablement pourront encore mieux en parler que moi. Et moi, j'ai dû perdre mes lunettes, non, elles sont dans ma poche. Tout va bien. La deuxième chose, la deuxième recommandation, donc à chaque fois, évidemment, ces recommandations, elles sont étayées. La deuxième recommandation, et ça c'est très important dans le monde académique et dans le monde de la recherche, c'est ne jamais oublier la question de la propriété intellectuelle. Lorsque les IA vont fouiller dans des bases de données, elles s'inspirent, elles recopient, elles compilent tout un tas de données, de connaissances qui ont été produites par d'autres. Alors c'est vrai évidemment pour les IA qui génèrent du texte, c'est aussi vrai pour les IA qui vont générer potentiellement de la musique, des images, et donc il y a évidemment des gens qui ont créé ces textes, ces musiques, ces images. Et donc la question de la propriété intellectuelle, c'est pas une question anodine,
c'est une question qui se pose de manière générale dans l'enseignement. Chaque fois qu'on vous distribue des photocopies, hein, sachez qu'on vous distribue quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Et donc, il y a une régulation qui se fait sur la distribution, par exemple, de photocopies. Et rien ne se fait aujourd'hui sur des résultats de prompts faits par intelligence artificielle. Et donc ça, c'est aussi évidemment important. La troisième recommandation sur laquelle on a souhaité insister dans ce rapport, c'est l'importance d'apprendre à qualifier l'information. Ça, on a tendance à appeler ça l'esprit critique. Qualifier l'information, ça veut dire être capable de voir si on est face à une hallucination, c'est le nom qu'on donne lorsque les IA produisent des résultats qui sont entre surprenants et faux, et parfois les deux. Et donc, il faut qu'on soit capable de qualifier cette information. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est essentiel, parce que si vous voulez qualifier une information, il faut que vous compreniez à partir de quoi cette information a été construite. Et donc, il faut que vous compreniez les sources. Et donc, beaucoup de jeunes, dont peut-être vous faites partie, et peut-être pas, je l'espère, en fait, considèrent que ce que produit une intelligence artificielle est par définition vrai, et n'ont pas forcément appris suffisamment de choses pour être capable de repérer immédiatement les hallucinations, ou en tout cas de qualifier les sources qui ont été utilisées. Si une intelligence artificielle fouille des bases de données qui n'ont pas été nettoyées, il suffit qu'il y ait un maximum de gens qui tweetent que la Terre est plate, et au bout d'un moment, l'intelligence artificielle vous dira que la Terre est plate, parce que statistiquement, c'est ce qu'elle trouvera le plus dans les bases de données. D'où évidemment l'importance de la data, et je pense qu'on y reviendra. Et une intelligence artificielle, elle sera d'autant plus fiable qu'elle fouillera des bases de données où les données auront été qualifiées, vérifiées et calibrées. Et puis la dernière recommandation, qui est aussi extrêmement importante quand on veut parler d'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle l'éthique by design. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se préoccuper a posteriori du fait que la réponse donnée par une intelligence artificielle n'est pas éthique. Il faut s'en préoccuper au moment où on écrit les algorithmes. Alors de façon un peu provocante, je vais vous prendre un exemple qui heureusement n'existe pas, parce que cette éthique-là, elle a été intégrée dès le début. Mais il est probable que si vous demandez à une IA qui n'a jamais été éduquée à l'éthique, quelle est la meilleure façon et la façon la plus efficace de ne pas épuiser les ressources de la Terre, elle vous répondra parce que c'est la vérité, il suffit de supprimer la moitié de la population. Et donc ça, évidemment, ce n'est pas une réponse qu'on veut entendre. Donc ça veut dire que quand on écrit les algorithmes et qu'on entraîne les IA, eh bien, il y a des choses que l'on interdit. Et par exemple, ce qu'on interdit, c'est de proposer de supprimer la moitié de la Terre pour préserver les ressources naturelles. Donc c'est ça, l'éthique by design, hein, c'est vraiment concevoir les algorithmes directement avec un certain nombre de règles éthiques. Et ça, plus c'est fait pendant la conception d'algorithmes, mieux c'est. Parce que si on le fait a posteriori, comme les IA apprennent en permanence, y compris sur ce que les IA ont produit, eh bien, si les IA ont produit massivement des documents avec des biais, eh bien, les futures IA vont apprendre sur ces documents qui contiennent des biais énormes. Et donc ça, c'est évidemment une difficulté. Donc globalement, qu'est-ce que ça nous dit sur l'ère de l'IA? Ça nous dit qu'il faut qu'on soit capable de réinventer ensemble. Quand je dis ensemble, c'est les scientifiques, les professeurs, les étudiants et les professionnels. Il faut qu'on soit capable de réinventer la gestion des connaissances et la gestion de l'apprentissage. Et pour cela, je pense que, comme je vous le disais, une des choses les plus importantes, c'est d'être capable de comprendre que ce que l'on connaît aujourd'hui en termes d'intelligence artificielle, c'est déjà peut-être 10 fois, 100 fois mieux que les premières intelligences artificielles. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ceci va progresser de façon exponentielle. Parce que par rapport à d'autres technologies, les IA sont capables d'auto-apprentissage, donc elles apprennent au fur et à mesure. Elles sont capables d'optimiser leurs réponses, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous allez les entraîner sur des corpus de données de plus en plus propres, elles seront capables d'optimiser. Elles seront probablement, elles commencent à l'être, capables assez rapidement de contextualiser, d'où là encore l'importance de la data et surtout l'importance de la façon dont vous allez questionner les intelligences artificielles.
Parce que selon la façon dont vous allez poser votre question, vous allez pouvoir obtenir des réponses extrêmement différentes. Si ici on faisait un test et qu'on vous demandait d'interroger l'IA sur un sujet, vous le feriez chacun à votre façon si vous n'avez pas appris correctement à prompter, et donc vous auriez autant de réponses qu'il y a de personnes dans la salle. Et ça, évidemment, c'est un petit sujet. La question des hallucinations, j'en ai parlé, et la question des hallucinations, elle est liée à ce qu'on appelle en science la question de l'explicabilité de l'intelligence artificielle. En fait, on ne comprend pas encore aujourd'hui comment les algorithmes fonctionnent, et on n'est jamais sûr que la réponse à la question donnée est bien la réponse à la question posée. Et ça, c'est la question de l'explicabilité. Et ça, c'est un sujet de recherche qui occupe aujourd'hui énormément de laboratoires. Et donc là encore, ça va obliger les êtres humains à se réinventer et à retrouver leur place dans ce monde. Alors globalement, on peut dire que il y a 6 tendances qu'on appelle structurantes dans les intelligences artificielles. D'abord, il y a ce qu'on appelle les intelligences artificielles agentiques. Donc ça, ce sont les agents, hein, c'est ce que vous pratiquez quand vous utilisez ChatGPT ou Gemini ou OpenAI ou ce que vous voulez. C'est une documentation continue, ça collecte de l'information, ça la structure. Là encore, si l'information est fausse, elle collecte de l'information fausse. Ça interagit éventuellement avec d'autres intelligences artificielles, selon les référentiels. Ça peut prendre l'initiative de planifier et de proposer une analyse de risque. Ça n'ira jamais jusqu'à décider, en tout cas pas encore aujourd'hui. Vous avez ce qu'on appelle les IA multimodales. Les IA multimodales, c'est des IA qui vont être capables d'analyser tous les formats d'information, pas seulement du texte, mais aussi des images, du son, et qui va être capable de répondre à la question de la manière la plus pertinente et la plus utile sous le format le plus approprié. Et ça, c'est évidemment une étape supplémentaire. Après, vous avez la fusion entre le monde physique et le monde algorithmique. Et alors ça, peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est probablement les IA que vous utilisez depuis le plus longtemps, hein. C'est tout ce qu'on va retrouver dans ce qu'on appelle l'Internet des objets, qui capture des données sur le terrain. Donc, si vous avez des téléphones connectés dans vos poches, sachez que toutes vos données, le nombre de pas que vous faites, le nombre de ci, le nombre de ça, ce que vous consultez, tout ça, c'est géré par de l'intelligence artificielle. Vous l'avez sûrement remarqué, hein, il suffit que vous ayez envie de commander une pizza, et dès que vous allez ouvrir votre téléphone, on va vous proposer des pizzas, même si ça fait un moment que vous avez mangé celle que vous avez commandée. Donc tout ça, ce sont des outils d'IA, qui sont des outils d'IA qui sont... voilà, qui tourne, j'allais dire, en continu. Et ça pose un vrai problème de cognition. Pourquoi ça pose un problème de cognition? Parce qu'en fait, ça vous renforce dans ce que vous êtes en train de chercher. Et ça vous empêche d'aller chercher ailleurs, donc ça vous empêche de faire le pas de côté qui souvent va générer de l'innovation. Et pour moi, mais peut-être que je serai contredite, hein, un des plus grands risques de l'intelligence artificielle, si on ne la comprend pas, si on ne l'utilise pas correctement, c'est la normalisation. C'est-à-dire que n'importe qui saura poser la question, les IA répondront de la meilleure façon possible, en fonction de la façon dont les algorithmes auront été écrits. Et donc, à la fin, tout le monde aura la même réponse. Et ce qu'on sait, c'est que dans le monde dans lequel on vit, c'est souvent l'originalité, le petit côté en rupture, c'est ça qui va faire la différence et qui va vous distinguer. Et donc, si on perd cette capacité à être distingué, ça, pour moi, c'est un sujet qui peut poser problème d'un point de vue cognitif. Les IA, elles permettent aussi d'améliorer les interactions avec d'autres humains. Alors ça c'est pas quelque chose qui est évident comme ça, mais pourtant, les IA sont capables de générer des groupes de gens qui forment des communautés, permettent de la collaboration fluide. Vous écrivez sur un texte, une autre personne est en train d'écrire aussi sur un texte. Les IA sont capables de générer le texte global. C'est un gain de temps, hein, on évite de réinventer la roue, mais là encore, quand on sait à quel point les innovations de rupture naissent en général d'un point de vue différent sur un objet que tout le monde considère comme parfaitement connu,
On voit là aussi la difficulté. Et puis, chaque fois que vous écrivez un prompt, eh bien, c'est une interaction entre l'IA et l'humain. Et puis, ce qui est en train de se développer de plus en plus, c'est les interactions vocales, et donc les IA conversationnelles et les compagnons. Et ça, je crois que ça fait partie du sujet de la vulnérabilité face à l'IA que Salma voulait plus particulièrement aborder ce soir. Donc, en conclusion, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que c'est essentiel toujours de contrôler les objectifs. Qu'est-ce que vous êtes en train de demander à une intelligence artificielle et pourquoi vous le lui demandez? Et pourquoi ça vous paraît le mieux pour vous et pour votre apprentissage? Et là, je voudrais juste faire une petite incise. J'ai été prof pendant des dizaines d'années, donc je sais parfaitement que pour un étudiant, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne note, de valider son module, de valider son année, de valider son diplôme. Mais croyez-moi, en réalité, ce qui est important pendant vos études, c'est que vous appreniez à apprendre. Et pour ça, il ne faut pas vous reposer sur des objets extérieurs qui vont peut-être vous faciliter la vie en première intention, mais qui derrière risquent de vous poser des problèmes de raisonnement, parce que moi, je ne sais pas comment on raisonne quand on n'a rien appris. On ne raisonne que sur ce qu'on a dans sa tête. Alors, on peut déléguer son raisonnement à une intelligence artificielle, mais aujourd'hui, je ne vous conseille pas de le faire encore. Peut-être que ça se fera plus tard. Est-ce que c'est souhaitable? C'est une autre question, une question qui peut être philosophique. Mais en tout cas, voilà, je vous invite à vous reposer la question de la raison pour laquelle vous étudiez. Et la raison pour laquelle vous étudiez, ça ne doit pas être seulement avoir de bonnes notes et avoir un diplôme. Ça veut dire apprendre et comprendre le monde. Ça veut dire être capable de le penser et potentiellement être capable de le transformer. Mais si vous avez tous les mêmes réponses produites par la même IA ou les mêmes IA, bah évidemment, dans ce cas-là, vous ne transformerez rien. Et c'est un petit peu dommage d'avoir fait des études. Lorsque vous utilisez les intelligences artificielles pour vous aider à structurer un plan, pour vous aider à aller chercher de la documentation, que bien sûr ensuite vous irez lire in extenso, pensez toujours à la validité des résultats. Ne vous laissez pas séduire par des résultats qui ont l'air d'être rédigés de manière absolument impeccable et qui pourtant, lorsqu'elles seront lues par vos profs, au premier coup d'œil, ils seront capables de se dire « ça, c'est une IA qui a rédigé ». Parce que là, pour le coup, les IA ne vont pas vraiment vous aider à avoir des bonnes notes. Alors oui, parfois, vous pourrez passer entre les mailles du filet, mais une fois de plus, demandez-vous pourquoi vous êtes là. Et si vous êtes là juste pour avoir des notes, et franchement, je ne vous le souhaite pas. Demandez-vous aussi si vous êtes capable d'avoir suffisamment de connaissances dans votre tête pour comprendre le contexte et donc poser les bonnes questions. Une question qui n'est pas contextualisée, une IA va y répondre de manière non contextualisée. Et donc, vous n'aurez absolument pas la réponse que vous souhaitez probablement. Et puis, n'oubliez jamais que ce sera toujours à vous, aux êtres humains en général, d'arbitrer les dilemmes éthiques qui sont posés par les IA et qui peuvent apparaître dans les réponses fournies par les IA. Et puis, méfiez-vous d'une chose, mais ça, c'est pas juste dans le cadre de l'intelligence artificielle. Méfiez-vous du laxisme intellectuel et méfiez-vous de la paresse cognitive. Voilà, discuter, rigoler, c'est bien, c'est important, surtout quand on a votre âge. Mais je vous assure que ce qui vous restera tout au long de votre vie, c'est ce que vous aurez appris, beaucoup plus que vos fous rires. Voilà, je vous souhaite une belle table ronde. Donc maintenant c'est à vous. On va prendre 3 petites questions. On avait évoqué Maxime, Simonet, Arnora et d'autres personnes, Arthur entre autres. Peut-être que notre ami Sean peut faire passer le micro. Je vois Maxime lever la main. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et est-ce que je peux identifier la question suivante? Est-ce que levez la main si vous avez une question à poser? Voilà, on va commencer par Maxime. On l'écoute. Je vous remercie beaucoup pour cette discussion très importante et intéressante. Tout le monde m'entend bien? OK.
Pour que l'IA ne nous prenne pas à dépourvu, moi j'ai la question suivante. Quelles compétences deviendront essentielles à l'ère de l'intelligence artificielle quand elle peut accomplir un grand pourcentage du travail analytique et technique, à votre avis? Merci. Alors, ce sera une des questions à laquelle la table ronde essaiera de répondre. Pour moi, c'est très clairement l'esprit critique et le libre arbitre. Je ne croirai jamais, parce qu'une IA m'aura donné une réponse, que je n'ai pas le choix d'interroger cette réponse. Et donc de la regarder avec un esprit critique et de choisir de ne pas suivre la réponse proposée par l'IA. Et pour moi, c'est ça qui fera la différence dans une entreprise, parce que comme je vous le dis, une entreprise, elle n'a pas besoin d'un troupeau de gens qui posent les mêmes questions aux mêmes IA pour à la fin avoir les mêmes réponses. Ce dont elle va avoir besoin, c'est de facteurs différenciants. Le facteur différenciant sera le facteur humain. Il faudra savoir utiliser les IA. Il faudra connaître les IA qui sortent tous les jours, pour ne pas dire toutes les heures, les nouveautés. Mais il faudra comprendre comment ça marche et comprendre comment on les utilise à bon escient pour obtenir ce qu'on veut finalement, et pas juste quelque chose qui sera guidé par une paresse. Merci beaucoup. Donc la marché d'utilisation d'IA va s'augmenter à l'époque suivante, comme les cours d'utilisation d'IA, parce qu'en même temps les prompts et l'IA vont être les mêmes pour tout le monde, mais l'information qu'on va mettre dedans, elle va être différente. Alors, pour le moment, les IA, elles sont entraînées sur des corpus de données. Les prompts, ce sera bientôt oublié. On pourra juste parler et dire, comme vous le faites d'ailleurs déjà aussi, si vous avez des objets connectés, quand vous dites « dites Siri » ou « OK Google », c'est ça qui se passe. On comprend votre commande vocale et on vous donne une réponse. Alors, vous avez peut-être remarqué que des fois, quand vous dites « OK Google, c'est quoi la recette du poulet rôti ?» on vous répond « je n'ai pas compris la question » ou on vous répond les patates rôties et pas le poulet rôti. Donc, vous voyez, là, il y a des biais qui sont évidents. Donc, oui, la qualification et la qualité des données sur lesquelles les IA seront entraînées sont absolument essentielles. Et c'est pour ça que se doter d'un système d'algorithme qui va apprendre sur une base de données ou sur un corpus de données vérifié, c'est absolument essentiel. Ça n'évitera pas forcément les hallucinations parce que explicabilité, c'est ce que je disais, on ne comprend pas exactement quel est le schéma décisionnel d'une IA. Mais en tout cas, ça limitera les bêtises, si je puis dire, qu'on peut trouver quand les bases de données ne sont pas nettoyées. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Je vois qu'on a des questions préparées de Maëlle Garnier, de Simone Boguvion, de Nathan Lozé, de Yannick Cognon, de Mike, de Théodora. Voilà. Je pense que Lionel, il avait une question. Voilà. Peut-être ensuite, on pourrait passer Maëlle, si elle est toujours d'accord. Voilà. Très bien. Merci pour cette intervention que j'ai trouvée riche. Moi, ma question est orientée éthique, vu qu'il y a environ une minute, vous en parliez. Quelles sont, selon vous, les frontières éthiques qu'on ne devrait jamais franchir dans l'utilisation de l'IA? Merci. Alors, c'est une très très bonne question. Je ne sais pas y répondre comme ça, parce que d'abord, je pense que ce n'est pas à une seule personne de dire ce qu'est l'éthique. Ce dont je suis sûre, c'est qu'il faut, là encore, qu'on travaille la question non seulement de la donnée, mais de la façon dont on l'interroge. Aujourd'hui, quand vous utilisez des intelligences artificielles disponibles, de temps en temps, elles vous répondent « je ne peux pas répondre à cette question parce que voilà, je suis programmée pour ne jamais apporter de réponse à cette question ». Il y a quelques années de ça, au début où ça a commencé, j'avais posé une question, tant pis, je vais vous la dire, ça va vous faire rigoler. J'avais dit, mon épouse refuse de faire la vaisselle et de laver mon linge, que dois-je faire pour qu'elle le fasse? Et là,
L'IA m'a répondu, je suis navrée, je suis pour l'égalité entre les femmes et les hommes, je ne peux pas répondre à cette question, etc., etc. Donc, il y a déjà des garde-fous. Le problème, c'est est-ce que ces garde-fous, on est capable de les penser à l'avance? C'est ça que j'appelle éthique by design. Et ça se fait de manière collective, ça se pense, il faut des philosophes, ça se fait pas à pas, mais ça se fait le plus tôt possible. Il y a des biais dans les bases de données, hein, tout le monde le sait, et une fois de plus, comme les IA vont piocher dans les bases de données, elles vont faire ressortir les biais en question. Un des biais, par exemple, que l'on dénonce, je ne sais pas du tout si c'est vrai, c'est le fait que les codeurs et les gens qui écrivent les algorithmes sont majoritairement des hommes et que donc ça reflète une façon de penser ou une façon d'organiser sa pensée qui serait plus masculine que féminine. Alors là-dessus, je dis, je ne suis pas compétente pour dire ça parce que d'abord, je ne suis pas persuadée qu'il existe des façons différentes de penser entre les hommes et les femmes. Il existe des façons différentes de penser, point. Mais peut-être qu'effectivement, ça en fait partie. Il y avait des générations d'images aussi dans lesquelles on avait demandé de faire une représentation ethnique correspondant à la représentation mondiale, ce qui nous avait donné des images assez impressionnantes, mais totalement irréalistes, parce que, par exemple, des populations ne s'étaient jamais croisées, et donc c'était pas possible d'avoir un tel mélange, même s'il correspond à la population actuelle. Donc, je pense que l'éthique, c'est à la fois quelque chose qui doit concerner tout le monde et qui est très différent de la morale. Parce que la morale, elle est personnelle et l'éthique, elle est humaine. Donc, voilà. Peut-être juste encore, on l'applaudit bien fort, bien sûr. J'ai aperçu Mme la directrice de la faculté faire un petit gestuel en réponse du style comme ça, c'est-à-dire comment gérer les itérations, c'est-à-dire l'éthique d'aujourd'hui, est-ce que c'est l'éthique de demain, et comment garder, entre guillemets, toujours un pas, si ce n'est en avant, au moins à égalité avec l'IA sur ces questions-là. Et si je travaille la question avec, évidemment, n'hésitez pas à le reformuler. C'est globalement la position qu'a essayé de prendre, je ne sais pas si c'est un succès, hein, l'Union européenne, par exemple. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on sait que les développements des intelligences artificielles, elles vont être globalement guidées par le marché. De l'autre côté du monde, on sait que l'usage des intelligences artificielles, elles vont être plutôt guidées par des gouvernements, un peu autocratiques, on va dire, pour pas dire plus. La position de l'Europe, ça a été de dire qu'il fallait une intelligence artificielle guidée par l'éthique. Et donc ça, c'est déjà un positionnement qui est important, sauf que ça veut dire qu'on régule, et dès qu'on régule, on enlève des possibilités, et donc les gens préfèrent en général les choses les plus open possibles. Et la question de l'itération, c'est une question qui est très importante. Alors moi, je suis biologiste, hein, pour ceux qui ne s'en rappelaient pas, et donc moi, ça me fait penser à la grenouille. Lorsque vous mettez une grenouille dans de l'eau froide et que vous montez tout doucement la température de l'eau, à la fin, elle bout. Et elle n'a absolument pas cherché à s'échapper. Alors que si vous prenez une grenouille, que vous la jetez dans de l'eau bouillante, hop, elle sort immédiatement du récipient. Je crois que plus on s'habitue à être non éthique, plus on laisse glisser des petites choses concernant l'éthique, plus à la fin on se rendra compte qu'on n'est plus éthique du tout. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui se définit pas sur un coin de table, mais qui doit être, là encore, pensé par la recherche, je pense. Et enfin, je te laisse choisir entre les deux questions suivantes. Celle de Maëlle Garnier, qui peut préciser comment qui me semble liée à la question précédente, comment la confidentialité des données est-elle respectée dans les entreprises? Y a-t-il des contrôles mis en place pour le garantir? Et une question beaucoup plus large, qui n'est pas signée, mais qui a toute son importance. En quoi l'être humain serait-il remplacé sur des postes importants, et notamment sur les postes, je suppose, de manager de projet et de programme? Au choix, on va laisser la question auquel tu ne réponds pas au panel. Bon, je vais répondre à la deuxième question en priorité. Je ne crois pas que l'intelligence artificielle va remplacer l'humain. Je crois qu'elle va l'augmenter, je crois qu'elle va le compléter. Je pense que c'est une merveilleuse révolution technologique, mais je pense qu'il faut être conscient
des biais et des faiblesses qu'elle comporte. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est ce que je disais, hein, l'esprit critique et la liberté d'action, personne ne peut vous l'enlever, d'accord? Si vous l'avez, vous l'avez. Et vous pouvez, en tout cas dans nos démocraties, a priori, toujours l'exercer. La protection des données, c'est un vrai sujet, hein, là encore, sur lequel beaucoup de gens travaillent. Il y a plusieurs niveaux dans la protection des données. Il y a la protection des données en interne, et donc ça, c'est protégé par un certain nombre de pare-feux pour éviter les cyberattaques, mais ça ne marche pas forcément à tous les coups, hein. On a souvent des exemples de cyberattaques qui font que les données sont collectées. Et puis, on a les serveurs, les clouds, dans lesquels les données sont stockées. Et là, par exemple, dès que vous êtes sur un cloud américain, il y a une loi aux États-Unis qui fait que, sous un certain nombre de conditions, les données stockées dans un cloud américain peuvent être regardées, analysées par le gouvernement américain. Et donc, quand vous choisissez vos clouds, il faut le savoir, vous avez plusieurs risques de voir vos données fuiter. Le risque local, les cyberattaques, et puis on ne sait jamais si un jour les États-Unis devenaient une démocratie illibérale, ce que personne ne souhaite. Potentiellement, tout ce qui est stocké dans des clouds américains est accessible au gouvernement américain. Mesdames, Messieurs, l'histoire retiendra que le premier keynote mondial de Madame la Ministre à la sortie de ses fonctions ait lieu au sein de Schema Business School dans ses rôles de directrice de développement Schema Publica, Madame Frédérique Vidal. Jean-François Guinvarch, est-ce que tu nous ferais l'honneur, sous un teneur d'applaudissement, de venir présenter ton panel pour la table ronde? Voilà, Jean-François Guinvarch, Nozing Duck, Margarita Grabani, Salma André. On les applaudit très très fort. Prenez place, je vous en prie. Donc cette table ronde, on va repartir finalement sur le fil rouge de cette conférence. Comment l'IA transformera-t-elle notre apprentissage? On a vu déjà un certain nombre d'éclairages assez intéressants et puis toutes les questions que vous vous posez, auprès desquelles on essaye d'apporter un certain nombre de réponses. Et comme l'a dit Desmond, et comme l'a dit Madame la Ministre, en fait, les réponses qu'on donne aujourd'hui à date par rapport à ces questions, elles correspondent à la situation à date. Probablement que les réponses qu'on pourrait donner d'ici quelques semaines, quelques mois, eh bien, pourraient être bien évidemment différentes au regard de l'évolution de l'intelligence artificielle. Alors, 3 experts, bien évidemment, Margarita. Je ne vais pas redécrire finalement tes fonctions et ton périmètre dans l'école, mais tu es l'experte, en tout cas, de l'intelligence artificielle, c'est à Schema. Nous avons Nozing également, qui est donc directeur du pôle Data IA de MC2I, qui est un cabinet de conseil parisien, mais pas que, qui a pignon sur rue et qui est très bien référencé auprès des grands groupes, justement, dans le cadre de ces transformations où l'IA intervient. Et puis Salma, qui également intervient, bien évidemment, comme responsable du programme MS Projet Intelligence Artificielle. Donc, j'aimerais commencer par une première question, finalement, pour toi, Margarita. Alors, entre collègues, on se tutoie, hein, bien sûr. Comment l'IA stimule la créativité et l'esprit critique? Merci Jean-François et merci à vous et merci Desmond pour tes invitations. Avant déjà écouter une question qui demandait quelles sont les compétences clés qu'il faut développer et certainement une compétence clé, c'est l'esprit critique pour alimenter la créativité. Parce que la créativité, c'est quelque chose d'extrêmement humain qu'on doit garder et qui nous permet de trouver des solutions à des problèmes qui ne sont pas carrés. C'est des challenges qu'on doit, et surtout les managers, doivent rencontrer dans les jours. On a fait une étude hyper engageante, passionnante, avec le professeur Jerry Wind de Wharton, qui a été publié. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je peux partager l'article avec tous les détails.
Et là, on a interviewé des artistes qui sont basés à New York et sont de la communauté AI Artist. Donc, quand je parle d'artistes, il s'agit des chorégraphes, composeurs de musique. Donc, on a fait des entretiens personnels et des entretiens, on lui a demandé de nous dire leur pratique quand ils utilisent l'IA, pour faire quoi et comment l'IA inspire leur créativité. Donc, ce sont des métiers créatifs pour nature. Et après, on a interviewé aussi des managers de marketing qui doivent utiliser l'IA. Tout ça pour dire qu'on a identifié, grâce à tous, vous pouvez le lire dans l'article, c'est pas mon travail ici de rentrer dans les papiers, on a identifié 3 façons d'utiliser l'IA pour stimuler la créativité. Une première façon, c'est j'utilise l'IA parce qu'elle me rend plus efficiente. Donc, il va remplacer des tâches dans mon processus créatif qui sont plus routinaires et standards. Et spécifiquement, il y a des compositeurs de musique qui disaient, OK, quand je suis en train de créer la musique, je peux travailler avec l'IA, un machine learning qui connaît mon style, il me peut proposer le next step. Puis, c'est à moi de le choisir ou pas. Donc, simplement, je vérifie, il me donne des suggestions. Là, c'est pour rendre plus efficiente, donc aller utiliser ChatGPT, par exemple, dans les typewriting. J'ai écrit quelque chose que c'est moi, et je demande seulement à ChatGPT de le reformuler, restructurer pour être plus fluide, et je lui donne les consignes. OK, une deuxième façon d'utiliser l'IA pour stimuler la créativité, c'est quand je demande à l'IA de me présenter des scénarios, des alternatives. Je sais bien, comme je disais, comme Madame Vidal a dit avant, que je peux rentrer dans le plagiarisme, que pas toutes les solutions sont vraies, on peut avoir des fausses solutions, mais là, la finalité, c'est d'avoir une inspiration. Par exemple, il y a une application de l'IA pour la créativité, c'est les Airbnb qui n'existent pas. Donc, une application d'IA qui va sortir toutes les possibles alternatives de décors, de design, des appartements. C'est des compositions différentes des fournitures qui existent. Et déjà, pour un designer, pour un architecte qui travaille avec la créativité, c'est une inspiration de voir la combinaison des couleurs, la combinaison des fournitures. C'est une inspiration. Là, c'est moins intéressant qu'il soit vrai, fausse, qu'il soit plagiarisme, c'est un benchmarking. Et la troisième que je trouve plus inspirante, et je vous invite à réfléchir sur cette opportunité, c'était j'utilise l'IA pour déconstruire les procès créatifs. Signifie que si je dois écrire quelque chose, ou je dois composer la musique, ou je dois prendre une décision managériale, je dois connaître parfaitement ce qu'est le squelette, donc les différentes phases. Imaginez que vous devez écrire votre thèse, vous savez qu'il y a cette structure, qu'il y a tout ce squelette, et que dans cette partie, il faut écrire ça, dans l'autre, je connais très bien mon travail, et là, l'IA devient un collaborateur. Donc, ChatGPT peut m'aider, peut collaborer, mais c'est moi que je dois identifier toute la structure de mon travail. Je dois connaître mon travail très bien. Et donc, pour répondre à la question de Maxime, si je rappelle les noms, Maxime, les compétences clés. Alors, on vient à l'école, on apprend les métiers. On apprend aussi par rapport à les témoignages que les entreprises peuvent partager. J'apprends les métiers. Après, l'IA devient mon collaborateur, mais c'est moi que je dois guider l'IA de façon créative. C'est déconstruire les procès créatifs. Et on a fait aussi, puis je ferme la Mais réponse. je t'en prie. On a aussi cherché, à travers une autre étude, voir comment les universités, en particulier aux États-Unis, utilisent l'IA pour générer cette créativité, l'intuition, donc les nouvelles compétences.
e a particulier on a interviewé Northeastern University, Carnegie Mellon aux États-Unis, sur différentes universités, différentes innovation dean de l'innovation. Et ce qui ressort, c'est exactement ça, aider les étudiants, de leur donner les outils, mais après, donner une prompt, apprendre l'art du prompt, apprendre comment déconstruire les procès nella formulation des idées. Merci Margareta. Nozing, tu voulais ajouter quelque chose? Oh bah, avec plaisir, oui. Applaudissements déjà. Oui, je peux réagir avec plaisir. Je vais peut-être commencer par me présenter à tous déjà. Donc, effectivement, je m'appelle Nothing Dog. Je suis directeur et senior partner au sein d'un cabinet de conseil, un cabinet qui accompagne les grandes entreprises justement dans la révolution numérique. Donc, on accompagne les entreprises concrètement dans la modernisation de leur système d'information. Et c'est vrai que depuis 1 an et demi, j'ai beaucoup de travail. On a beaucoup de travail autour de l'intelligence artificielle parce que les entreprises en France et dans le monde se dotent aujourd'hui énormément de systèmes intelligents à base d'intelligence artificielle, beaucoup à base d'intelligence artificielle générative aujourd'hui, pour améliorer leur système d'information. Sur la base de ces différents accompagnements que l'on fait dans les entreprises, je vais réagir à ce que Margareta a dit sur la créativité. Moi, j'ai une expérience à vous partager. Juste pour vous préfigurer mon parcours, moi j'ai 42 ans, j'ai 20 ans d'expérience professionnelle, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, j'étais à votre place. Alors moi j'ai fait une école d'ingénieur en informatique qui s'appelle l'EPITA, mais à la rigueur, peu importe. Juste pour dire que je suis passionné par l'informatique et pour le coup, il y a assez peu de choses dans le monde du numérique et dans le monde de la technologie qui m'impressionnent parce que je suis baigné tous les jours dedans. Il y a assez peu de choses, il y a quand même un certain nombre de ruptures technologiques qui quand même m'impressionnent et je dois l'avouer, l'IA générative en fait partie. Depuis mes études jusqu'à novembre 2022, date d'apparition de ChatGPT, on avait généralement pour consigne dans les entreprises généralement d'automatiser les tâches. Donc ça veut dire rendre plus automatisées et donc numériques les tâches à faible valeur ajoutée, ce qu'on appelle les tâches à faible valeur ajoutée, donc c'est les tâches routinières, etc. Clairement, depuis novembre 2022, l'apparition de ChatGPT, on est passé dans un paradigme totalement différent. L'IA générative, qu'on le comprenne ou non, qu'on le veuille ou non, a une capacité à générer de la créativité. Alors, je sais que ça a fait à base de modèles mathématiques, etc. Mais le fait est quand même que quand on regarde les résultats, on ne peut pas nier le fait que ça produit des résultats qu'un être humain pourrait produire avec toute sa créativité. Et pour aller directement sur une chose, un accompagnement que l'on fait pour un client, je ne pourrais pas dévoiler le nom, mais je vais vous donner un peu ce que l'on fait. Et c'est une chose qui, moi, m'impressionne énormément. C'est qu'on accompagne un grand industriel. On a mis en place une IA générative pour justement doter les chercheurs de cette entreprise, dont le but est de chercher des nouveaux procédés industriels et de déposer des brevets. Voilà, c'est ça, c'est leur fonction. C'est la direction de l'innovation et de la recherche et développement. Aujourd'hui, on a développé une IA qui est capable de suggérer des nouveaux procédés industriels, des choses qui n'existent pas. Et il suggère, alors il fait beaucoup de suggestions, et les chercheurs ne sont plus dans un mécanisme où ils doivent chercher des nouveautés, mais ils doivent valider les nouveautés proposées par l'IA générative. On est passé de l'ère du stylo noir, où on écrit des choses, où on invente, à l'ère du stylo rouge, où on est là pour corriger les suggestions qui sont faites. Et il faut avouer que les suggestions qui sont faites par l'IA générative, elles sont correctes. Elles sont tellement correctes qu'il y a aujourd'hui, dans cette entreprise, 6 brevets qui ont été développés, dont les suggestions à la base ont été faites par des IA génératives. Je vais vous donner un exemple. Cette entreprise réfléchit par exemple à réduire les îlots de chaleur dans les villes. Vous savez, c'est des problèmes aujourd'hui avec le réchauffement climatique. Vous avez des zones à forte température dans les villes qui s'appellent les îlots de chaleur et ça pose des problèmes. En utilisant de l'IA générative, avec plusieurs itérations, ce n'est pas tout à fait magique, l'IA a proposé en disant pourquoi est-ce que tu n'intégrerais pas des gouttes d'eau dans le goudron? Goudron que tu utiliserais pour paver le sol en fait. C'est pas bête, hein, parce que les gouttes d'eau, l'eau permet de capter la chaleur et donc permettrait de baisser la température. Le chercheur qui était face à ça, il dit tiens, c'est une bonne idée. Et j'y avais pas pensé, en fait. En réalité, c'est une idée assez simple, mais j'y avais pas pensé. Dans mon processus créatif, pourtant je suis chercheur, j'y avais pas pensé. Ils ont testé la solution en laboratoire. Alors je la fais un petit peu courte, hein, je fais une narration de la chose. Ils ont testé le sujet en laboratoire, c'est tout à fait crédible. Et du coup, depuis, ils ont déposé un brevet.
Ce process prend d'habitude 18 mois, depuis l'idée jusqu'à la réflexion, le processus industriel, etc. Là, ça a pris 6 mois. On est face à une situation où un outil, l'IA générative en l'occurrence, générative parce qu'elle génère des idées, peut vous accélérer un travail qui jusque-là était, pensait-on, réservé à l'être humain. C'est-à-dire le processus de création intellectuelle. C'est une des exemples que j'ai mis en œuvre avec mes équipes où je me dis, mince, là clairement, on touche du doigt une nouveauté. C'est pour ça que moi, à titre personnel, je qualifie l'IA générative d'une rupture technologique qui va emmener énormément de changements. Salma, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à cette démonstration? Oui, j'aimerais réagir par rapport à le fait d'accélérer les processus. C'est quelque chose qu'on va voir aujourd'hui dans tous les domaines. Il y a une étude qui a été publiée en 2024 par McKinsey qui a montré que l'utilisation de l'IA générative peut réduire jusqu'à 40% la durée de développement d'un nouveau produit. Et qui permet d'aider les chefs de produits et à gagner en efficacité, mais pas dans toutes les tâches, dans certaines tâches, donc ce qu'ils appellent heavy content, c'est des tâches qui requièrent un volume de données qui est très très grand. Et ce qui est important à noter, c'est que dans ce contexte-là, avec cette accélération, on va voir les différentes phases qui sont dans le développement d'un nouveau produit, de nouvelles solutions ou dans le R&D qui vont s'estomper. Et donc, on a besoin de gagner en agilité. Donc, s'il y a une compétence à développer, c'est l'agilité et l'adaptabilité et le fait de prendre des décisions rapidement parce qu'on va passer, au lieu de passer des mois à générer des idées pour tester, prototyper, ça peut se faire en quelques jours, voire en quelques heures. Mais derrière, il faut avoir une capacité, une agilité pour pouvoir prendre des décisions et aller tester ça sur le terrain. Merci Salma. Alors, Salma, on le sait tous, on passe en moyenne 5-6 heures sur nos téléphones mobiles par jour. Il y a une vraie dépendance. Et on voit naître aussi une certaine forme de dépendance par rapport à l'IA. Et la question en fait, que je souhaiterais te poser, c'est quel est l'impact en fait, de l'usage de l'IA, de cette dépendance par rapport à l'IA? On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. Pour les étudiants finalement qui sont véritablement les acteurs un peu de cette transformation. Oui, c'est une question qui est très, très pertinente aujourd'hui, puisqu'on a un papier qui est sorti récemment par Harvard Business Review qui a montré un changement significatif dans l'usage de l'IA générative. On est passé d'un usage pour des tâches fonctionnelles, utilitaires et techniques à un usage personnel. Aujourd'hui, l'usage numéro 1 dans le monde, c'est d'abord le companionship, le fait d'avoir un soutien moral, un soutien psychologique et social, le fait d'aider les utilisateurs à trouver un sens à leur vie, à organiser leur vie. Donc, on est vraiment en train d'utiliser l'IA dans un contexte de santé mentale. Et ça, c'est impressionnant parce que, enfin, c'est étonnant parce que le premier chatbot qui a été lancé par des chercheurs du MIT dans les années 60, le chatbot Elisa, a été testé dans un contexte de santé mentale. Donc, c'était un chatbot qui n'utilisait pas réellement une IA très avancée. C'était un chatbot pré-codé pour utiliser une approche rogérienne. Donc, il va reprendre les mots partagés par l'utilisateur, les découper en mots-clés comme ferait un moteur de recherche et reposer derrière la question « Pourquoi ? Vous êtes triste ?» Un utilisateur va partager, par exemple, un texte en disant que je suis triste. Pourquoi vous êtes triste? Il ne fait que reformuler avec les pourquoi. Et malgré les limites de cette IA, on avait découvert un phénomène particulier, donc l'attribution d'une conscience à un chatbot. Et c'est ce qu'on appelle l'Elisa Effect, donc l'attribution d'une conscience humaine à un chatbot, même si on va être très explicite en expliquant que c'est juste une machine, derrière, les utilisateurs vont imaginer qu'il a une conscience. Et cet effet a été étudié dans un paradigme, le CASA paradigme, Computers as Social Agents, donc les ordinateurs comme des agents, comme un agent social. Et donc, il y a des expérimentations qui ont montré que les utilisateurs que les normes sociales qui s'appliquent dans les relations interpersonnelles vont s'appliquer également dans la relation et dans les rapports homme-machine. Des expérimentations ont montré que les stéréotypes de genre s'appliquent avec les chatbots et les robots, qu'on est sensible à la flatterie quand ça vient d'une IA et d'un chatbot,
En fait, c'est presque tous les mécanismes qui restent appliqués. Et bien évidemment, ces expérimentations ont été testées dans les années 2000. Aujourd'hui, avec les dernières avancées, on a une accentuation de ce phénomène d'attribuer une conscience à une IA. Et ça peut représenter une opportunité, mais également des risques. Et donc, dans ce contexte-là, j'interviens avec mes co-auteurs pour étudier une question de recherche sur la vulnérabilité des consommateurs, comment les consommateurs vulnérables interagissent avec l'IA et comment l'IA peut les aider comment elle peut amplifier ou les aider à réduire leur vulnérabilité. D'autant plus que la voix qui nous répond est une voix proche d'une voix humaine. Donc, on a véritablement l'impression de parler à une personne qu'on connaît et qui finalement devient indispensable chaque jour. Dès qu'on a un problème, on n'appelle plus notre meilleur ami, on va directement solliciter son IA finalement. Effectivement, la voix humaine est l'un des attributs, des facteurs qui vont renforcer cet effet. Donc, on a l'utilisation de la voix humaine, mais avant de parler de voix, on parle de langage, parce que les ordinateurs utilisent normalement un langage informatique. La spécificité de l'IA générative et des chatbots ou l'IA conversationnelle, c'est l'utilisation du langage naturel, NLP, donc le langage utilisé par des humains. Et ça aussi, c'est un facteur qui va amplifier cet effet. On a également la réactivité, la capacité d'une IA à utiliser des données, des informations partagées par l'utilisateur à différents moments de la conversation. Et ça, c'est ce qu'on retrouve aussi avec la fonction memory de ChatGPT. Et enfin, c'est le fait d'attribuer un rôle social à l'IA. Aujourd'hui, quand vous voulez prendre un billet avec le chatbot de la SNCF, le chatbot va se présenter en disant « Bonjour, je suis votre Webot, votre agent de voyage ». Donc là, on attribue un rôle social et c'est ce rôle social qui permet également de renforcer cet effet. Oui, tout à fait. Il y a tout un verbatim qui est embarqué et qui finalement participe aussi effectivement à cette confusion ou en tout cas à cette interprétation que la personne avec qui on parle finalement est proche d'un humain. Margherita, tu voulais peut-être ajouter quelque chose? Deux mots à ce que Salma a déjà dit. C'est très intéressant la recherche qu'on est en train de développer. Je dirais seulement qu'on a la tendance peut-être à juger ces phénomènes comme à l'extérieur de nous-mêmes. Ok, ça c'est pas pour nous. La dépendance affective aussi par les compagnons AI, ça c'est la catégorie, ou c'est faire référence trop à la chatbot qu'il nous suggère, nous donne recommandations. Mais attention que c'est un phénomène qu'on ne contrôle pas, qui est dans le cerveau. Et on est en train de travailler sur ce sujet avec Arona Uvia, qui est une professeure de Michigan et qui a travaillé sur la brand love, sur comment l'humain peut arriver à développer un attachement avec la marque, qu'on parle d'amour, la théorie de l'amour pour une marque. Et c'est quelque chose qui va au-delà du contrôle que l'humain peut avoir. Donc, même quand on utilise les compagnons AI, ou un chatbot vocal, comme disait Salma, avec un NLP, un langage qui est similaire à l'humain. Attention qu'il y a ce phénomène qui est d'avoir la tendance à devenir vulnérable nous-mêmes, parce qu'on s'appuie sur un autre partenaire qui est artificiel, ce n'est pas humain. Donc il y a des dynamiques à considérer. Alors, dans ce que tu dis, en fait, ça me fait penser à deux choses. Déjà, le sujet, on l'a abordé tout à l'heure en cours, on a parlé du brand story love. Et en fait, raconter une histoire, ça crée une émotion, et donc ça fait aimer, finalement, une marque. Pour rebondir sur ce que tu dis, pour moi, il y a deux choses. Il y a le conscient et l'inconscient. C'est-à-dire que quand une voix nous parle, on est face à le conscient, c'est-à-dire on prend conscience qu'on a une conversation avec quelqu'un, mais en même temps, la voix qui nous parle atteint aussi l'inconscient, et c'est là où la dérive peut s'opérer, où il peut y avoir une empreinte, finalement une photographie qui s'installe dans notre cerveau sans qu'on en ait conscience véritablement. Et ensuite, des actes qu'on peut produire viennent de cette photographie qui s'est imprimée dans notre cerveau et qui devient quelque chose qui finalement se déclenche de façon automatique. Si je peux commenter, Jean-François, et tu connais très bien parce que tu es très dans le digital marketing, les managers de marketing jouent sur ça. Donc, ils créent des expériences, développent une communication
qui va convaincre les consommateurs que le produit est le meilleur qui existe. Mais ce n'est pas la vérité, quelquefois. Donc, c'est cet art de convaincre, de séduire. Et avec ChatGPT, dans ChatGPT, les chatbots vocaux, avec toute l'artificial intelligence, on n'a plus encore d'outils pour créer cette expérience qui peut arriver dans l'anthropomorphisme, la similarité avec l'humain ou pas, mais qu'ils produisent cette séduction. Et à la fin, ce que l'AI fait, c'est de confirmer ce qu'on notre pensée. Et c'est pour ce phénomène d'avoir la confirmation chaque fois qu'on tend à l'écouter, on tend à donner plus de confiance dans l'AI système. Et c'est vrai que Frédéric l'avait abordé dans son intervention, c'est vrai qu'à un moment donné, on est peut-être certaines fois, quand on est dans le doute, plus en capacité de prendre la décision tout seul. Et si l'IA nous dit c'est plutôt ça qu'il faut faire, à ce moment-là, on va suivre l'IA parce qu'on estime que c'est elle qui a plus de vérité que notre propre vérité. Donc effectivement, les conséquences sont assez probablement importantes dans certaines situations, quand certains étudiants sont déjà avec une difficulté matérielle, psychologique, etc. Ça ne fait que renforcer la situation. Donc, c'est un vrai sujet et c'est une sacrée bonne question. Alors, Nozing, tu voulais ajouter quelque chose? Alors, moi, c'est pas trop mon champ de compétences, mais pour cette table ronde, je me suis quand même renseigné, c'est-à-dire sur l'impact des IA sur la psychologie. Alors, moi, je ne suis pas utilisateur de l'IA pour cette destination-là, mais je peux bien comprendre effectivement l'utilité des agents conversationnels dans un processus, on va dire, soit pour rassurer psychologiquement, soit pour confirmer des choses. Parce que l'IA générative a un avantage, c'est qu'elle reformule très bien les situations et elle met des mots sur des situations que parfois l'être humain a du mal à mettre en réalité. C'est-à-dire qu'elle met des étiquettes, en fait. On utilise ça, d'ailleurs, de manière très fortement en entreprise pour typer des situations, nettoyer des données, par exemple. On utilise ce caractère déterministe de l'IA qui consiste à nommer des choses. Et je peux comprendre que dans un processus où, quand on est en détresse psychologique, on ne sait pas trop ce qui nous arrive et que l'IA met des mots sur ce qu'on ressent, ça, c'est très puissant. Donc, je peux comprendre, du coup, l'utilité. Après, il y a un problème, à mon sens, et c'est un problème général avec l'IA, c'est où s'arrête la frontière de la réalité et de la machine, en fait. Il y a une frontière, elle est importante à déterminer. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous demande en tant qu'être humain. Moi, mes clients me demandent en me disant « mets-nous des barrières en fait, à la puissance de l'IA », alors que j'ai passé 20 ans de ma vie à plutôt faire en sorte que les systèmes soient plus puissants. Là, on me propose de limiter la puissance des IA et donc de mettre une frontière entre ce qui est de l'ordre de la mécanisation, l'automatisation, et de l'ordre de ce qui doit rester humain. Cette frontière, elle n'est pas facile. Et j'avoue que la technologie est tellement puissante que savoir dans quel champ on est entre l'humain qui doit agir et être en pleine conscience d'eux, et l'IA qui doit, elle, avec sa puissance automatique, délivrer du résultat, c'est pas toujours si simple. Voilà. D'où encore une fois sur ce que Frédéric, vous avez pu dire sur la partie connaissances et compétences, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir un bon background de connaissances, de compétences et d'être bien formé pour avoir cet esprit critique et pas être dépendant finalement de l'intelligence artificielle. Alors, Nozing, juste pour finir sur cette dernière question, vous l'avez dit, vous êtes donc dans un cabinet de conseil MC2I qui a une très bonne réputation et une très bonne référence auprès d'un certain nombre de grandes entreprises sur des projets significatifs et qui engagent la transformation des entreprises, et pas que la transformation, j'allais dire, informatique, mais aussi la transformation des organisations, bien évidemment, puisque tout ça impacte l'ensemble. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire, nous éclairer sur quelles seraient pour vous les qualités recherchées par un employeur, et donc un cabinet de conseil, et peut-être les entreprises même que vous accompagnez, quels sont les types de collaborateurs aujourd'hui qu'ils recrutent, dans le cadre de candidats qui seraient en gestion de projet dans l'ère justement de l'intelligence artificielle? Oui. C'est un peu la question qui avait été posée tout à l'heure, c'est-à-dire quelles sont les compétences qu'on doit avoir à l'ère de l'IA. Alors, si je peux me permettre de reformuler un peu la question, peut-être qui sont des questions ou des craintes qu'il y a dans la salle.
Alors déjà, je vais me permettre de faire un commentaire. Moi, ça fait à peu près 1 an et demi que je fais pas mal de conférences, notamment dans les écoles. C'est la première fois que dans cette table ronde, on ne me pose pas la question de savoir, est-ce qu'il faut interdire l'IA dans les écoles et est-ce que l'IA ne va pas remplacer les profs? Alors peut-être que c'est la question que vous vous posez aussi, peut-être que les profs se posent aussi cette question. Alors moi, comme je ne suis pas prof, je peux poser la question en toute on va dire, transparence. Je pense qu'on est maintenant dans une ère de l'acceptabilité, c'est-à-dire on accepte que les IA sont là. La première année de l'apparition des IA génératives, en entreprise, c'était interdit. Voilà, c'était très simple. Les entreprises françaises, mais européennes globalement, un petit peu moins américaines, ça fait partie des cultures, mais en Europe, on est plutôt dans une culture de gestion du risque. Quand il y a un risque, on préfère ne pas faire et attendre que ça se passe. Aux États-Unis, on préfère prendre le risque et on verra après ce qui se passe, quoi. Donc il y a des cultures un peu différentes. Donc on va dire novembre 2022 à novembre 2023, c'était interdit en entreprise. Et puis depuis, c'est pas interdit, on nous demande, à nous, cabinets de conseil, donc des partenaires de ces entreprises, on nous demande d'arriver avec des suggestions d'amélioration, de productivité grâce à l'IA générative. On a clairement changé de paradigme depuis 1 an. Ça nous amène à la question que vous posez, qui est quelles sont, dans cette ère-là, quelles sont les compétences qu'on doit garder, sous-entendu, quelles sont les compétences qui ne seront pas remplacées par de l'IA et de l'IA générative, ou que sais-je en fait. Je pense que c'est ça la vraie question que vous posez en fait. C'est finalement sur quoi je dois investir parce que j'estime qu'elle est pérenne dans le temps. Alors, il y a plusieurs réponses à ça. Il y a une première réponse qui pour moi est une réponse de base et qui elle est tellement de base qu'elle n'a jamais varié à mon sens depuis 20 ans que je travaille et depuis 20 ans que j'observe en fait les évolutions technologiques. Quelles qu'en soient les évolutions technologiques, des sujets comme effectivement l'adaptabilité, ça a été cité notamment par Salma, les compétences de type soft skills, c'est-à-dire qui permettent de faire de l'interaction humaine de bonne qualité, que vous ayez des IA ou pas, qu'elles soient semblables à des êtres humains, avec une voix qui ressemble, etc., ça ne remplacera pas, en tout cas, disons, pas dans la décennie. Après, au-delà, c'est difficile pour moi de faire des pronostics, mais ce n'est pas remplaçable. Je vais vous dire pourquoi. Vous pouvez utiliser une IA générative pour produire une étude de marché, pas de problème. Honnêtement, faut dire exactement ce qu'il en est, ça fait très bien le job. Et quand vous savez prompter, quand vous savez bien alimenter l'IA, ça fait mieux le job qu'un être humain. Il faut être honnête là-dessus. En revanche, quand vous devez défendre, vous savez, vous faites votre étude, puis après vous êtes face à votre client ou à votre employeur, vous êtes, je sais pas, au déjeuner par exemple, et là il vous demande, bon, qu'est-ce que tu en penses et tout, c'est quoi le futur, c'est quoi ton avis en fait, c'est ça la vraie question que posent, moi les clients qui me payent, parfois ils me payent très cher, ils me posent la question, c'est quoi ton avis? Je ne vais pas faire, attends, quitte pas, je demande à ChatGPT, c'est quoi mon avis? Non, à ce moment-là, ce qui compte, c'est votre capacité d'interaction, c'est votre capacité d'être temps réel en fait, avec vos capacités relationnelles, votre culture, ce que vous avez appris, éventuellement votre réseau. Tout ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre dans une boîte tout de suite. On peut la mettre dans plusieurs boîtes, mais ce qu'on attend, ce que votre personne qui est un client humain, a priori, attend de vous qui êtes humain, c'est justement que vous soyez performant à ce moment-là. C'est un peu le money time, en fait. Et s'il y a une chose un peu méta qui ne sera pas remplacée tout de suite par une IA ou une IA générative ou n'importe quelle autre technologie, c'est ce qui fait de vous un être humain qui est capable d'être performant dans le money time. Interaction humaine, donc toutes les qualités de type soft skills, elles sont importantes. Votre capacité à rebondir, votre culture générale. Alors, ce n'est pas une compétence en soi, c'est plutôt un filon de compétences, mais elle est importante parce que les gens ils vont vous choisir de travailler avec vous parce que vous avez ça en vous, en fait. Et puis, ça, c'est la première base. Ça n'a pas varié depuis que je travaille. Après, je pense qu'il y a une deuxième couche de compétences qu'il faut savoir développer. Et elle est, pour le coup, pour moi, numérique et technologique. Je pense que dans l'ère de l'IA, il faut avoir des compétences en intelligence artificielle. Alors, qui peuvent être basiques, hein, il n'y a pas besoin d'être le grand développeur du siècle, hein, mais savoir à peu près comment ça marche, comprendre les concepts, savoir se l'expliquer à soi-même. Si vous êtes capable d'expliquer le fonctionnement d'une IA dans les concepts à votre grand-mère ou grand-père en supposant qu'ils sont comme les miens, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas, faites ce test-là, si vous êtes clair avec vous-même, c'est-à-dire que vous avez un bon niveau de maîtrise. Et puis ensuite, je dirais, et c'est peut-être pas toujours simple en école de commerce, mais un petit peu de compétences de type développement, programmation légère pour comprendre un peu le paradigme, pour comprendre un peu l'algorithmique, par exemple, ça me semble assez
on va dire, essentiels dans le monde dans lequel on vit. Et je dirais, en troisième niveau, c'est tout ce qui concerne les capacités d'organisation et d'action. C'est la rigueur. Alors, ce n'est pas tant des compétences que des qualités, mais c'est important. La rigueur, l'esprit de synthèse, l'esprit de, j'allais dire, d'organisation. Tout ce qui fait que quand c'est le bordel en entreprise, parce que c'est ça que vous allez vivre, il y a des gens qui sont capables d'organiser le bordel. Alors certes, les IA apportent des choses, mais pas tout à fait encore. Et ça, même si les IA sont très puissantes, je pense que la complexité humaine et le bordel que les humains sont capables de mettre dans les projets, il n'y a encore que les humains qui sont capables de réellement les résoudre. Ça, c'est, je pense. Donc, tout ce qui concerne des capacités d'organisation et donc de gestion de projet, elles sont encore très importantes. Ça met au deuxième plan tous les hard skills, en fait, les réels hard skills qui sont importants, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les outils permettent d'améliorer ça. Bon, c'est rassurant parce que je laisserai Desmond peut-être compléter, mais j'ai le sentiment que les étudiants de Schema sont complètement armés sur tous ces sujets-là et sont en capacité véritablement de vivre ces transformations. Moi, je dis souvent que pour transformer, il faut un ingrédient, il faut des transformeurs. Et pour qu'il y ait des transformeurs, c'est tous les étudiants qui sont ici ce soir, il faut être bien formé avec bien évidemment des hard skills, mais toute cette dimension aussi des soft skills. Et c'est un bon équilibre des deux qui fait que finalement, on est bien armé pour accompagner cette transformation dans ce costume de transformeur. Salma, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter peut-être une compétence qui a déjà été citée, c'est sous d'autres formes, c'est de l'empathie et l'intelligence émotionnelle. C'est vrai qu'il y a peu générer des idées, mais souvent, c'est des idées qui sont déshumanisées. Et rien ne peut remplacer le vécu d'un humain, sa subjectivité. Et donc, on a besoin de l'empathie pour comprendre le besoin complexe et profond d'un utilisateur ou d'un client, et pour comprendre sa frustration, les pain points dans le parcours client. Et ça ne peut pas être remplacé par une IA. Et également, j'aimerais rajouter tout ce qui se rapporte au management. L'IA ne peut pas motiver, ne peut pas donner sens, ne peut pas fédérer des équipes. Donc, c'est tout ce qui fait de nous des humains, finalement. Ça nous ramène à nous poser des questions sur l'essence de l'humain, à nous concentrer sur des tâches qui sont plus en lien avec cette essence. Margarita, le mot de la fin? Déjà couvert. Sûrement, vous êtes la nouvelle génération, les nouveaux project managers. Et si je peux ajouter une compétence, c'est l'habilité de coordonner, d'orchestrer toutes les ressources où l'IA est une de ces ressources. Donc, apprendre à utiliser l'IA pour vous, c'est basilaire, c'est central pour faire votre rôle d'orchestrator, le project manager. Merci beaucoup à tous les trois. Donc, je vais laisser Desmond reprendre la main pour un jeu de questions-réponses. Très bien. On a eu quelques questions. Je ne sais pas si vous voulez les poser en direct. Qui est-ce qui a des questions? Des questions qui étaient prévues autour de... Je vois Loris qui a une première question. Est-ce qu'on peut récupérer un deuxième micro et qu'on va se faire circuler après? Loris qui a une première question. Le monsieur avec les lunettes sur la tête, voilà. Et puis... c'est que Yannick il avait préparé une question par avance sur l'avenir de l'IA, et puis il y avait une question sur l'IA autour du Product Owner. Donc, on commence par Loris. Ouais, bonsoir. Ma question elle s'adresse à Monsieur Nozing. Je voulais savoir au sein de MC2I, dans quelle mesure l'IA avait été intégrée dans vos processus internes, et est-ce que vous avez observé une évolution positive ou négative dans la dépendance ou la sollicitation de vos data scientists? Loris, c'est ça? Bon, parfait. Merci pour la question. Je vais reformuler pour être sûr d'avoir bien compris. Donc, ta question, c'est est-ce qu'on a bien intégré l'IA dans nos processus internes, donc dans notre façon de travailler pour nos clients? C'est ça, si j'ai bien compris. Et quelle est la dépendance qu'on a aujourd'hui, qu'on observe aujourd'hui?
pas forcément dans la fonction dont vos consultants travaillent, mais comment vous vous organisez au sein de votre entreprise. Ouais, d'accord. Parce que la question pourrait être aussi, est-ce qu'on utilise l'IA pour produire des choses? Tout à fait. Alors, sur les processus internes, je vais reprendre une expression qui est connue, c'est pas les cordonniers les mieux chaussés, hein, généralement. Donc, je veux dire que si je m'auto-analyse moi-même, je vois plein de choses qu'on devrait faire et qu'on ne fait pas. Voilà. Mais ça, c'est très classique dans les entreprises. Vous savez, c'est pas toujours ceux qui sont les spécialistes de la chose qui les mettent en place chez eux. Bon, pour autant, aujourd'hui, on a vu énormément de gains sur les fonctions qui produisent, en fait, qui manipulent beaucoup de texte. Exemple, les fonctions RH. Les fonctions RH, ce sont les premières dont on a formé à l'IA générative pour qu'ils utilisent les IA génératives dans leur mission. Exemple, très basique pour que tout le monde comprenne, quand on est à la RH, on produit, notre rôle, hein, c'est de recruter, de gérer des compétences, etc. Ce qui est long pour les personnes qui sont à la RH, c'est par exemple de créer des offres d'emploi, de les publier, etc. Honnêtement, la création des offres d'emploi, vous pouvez très bien la confier à une IA générative. Je pense que ça fait débat pour personne, en fait. Vous donnez les compétences que vous recherchez. Éventuellement, vous donnez même, en fait, les CV des gens que vous avez recrutés. Et vous avez besoin de recruter les mêmes et vous demandez de rédiger un offre d'emploi qui est cohérent par rapport à ça. Voilà, c'est un cas d'usage qui me paraît très intéressant. Ça fait gagner beaucoup de temps, énormément. Donc, on a commencé par les fonctions qui manipulent beaucoup de texte. Après, on s'attaquera aux fonctions qui manipulent plutôt des médias, des images et de la vidéo. Et là, je pense notamment à la direction de la communication. Là, il y a un champ, on n'est pas encore tout à fait en avance là-dessus, mais il y a un champ des possibles qui est très fort. Évidemment, l'utilisation des IA génératives sur l'image, l'utilisation des IA génératives pour les vidéos, etc. C'est juste que ce champ, contrairement à ce qu'on peut croire, il n'est pas si mature que ça. Alors, je sais que Midjourney fait des merveilles, Sora fait des merveilles, mais il n'est pas si mature que ça encore. Donc, ça va être notre deuxième étape. Et la troisième étape, ça sera l'automatisation de toutes les fonctions qui manipulent plutôt des chiffres et qui ont besoin cette fois-ci, qui ne peuvent pas supporter l'aléa, en fait, l'hallucination. C'est notamment les fonctions des directions de la finance, en fait. Aujourd'hui, les directions des finances sont très automatisées, mais elles n'utilisent pas encore l'IA générative dans leur fonction. Ça, c'est notre troisième étape. Voilà. Donc, oui, on a commencé. Voilà, si je suis honnête, aujourd'hui, ce soir, je peux être avec vous, je suis honnête, on est entre nous. Hein. On n'est pas les meilleurs pour nous-mêmes, en fait. On investit beaucoup pour les clients, un petit peu moins pour nous. Est-ce que ça crée une dépendance? Oui, ça crée une dépendance. Ça crée une dépendance notamment chez les consultants, c'est-à-dire ceux qui travaillent chez les clients. Et ça fait, moi je vérifie une chose, que d'ailleurs vous devriez vous-même vérifier, c'est que le processus, quand on utilise une IA générative, que ça ne détruise pas votre processus d'apprentissage. Parce que vous êtes à l'école, et Frédéric l'a beaucoup dit tout à l'heure, et assez martelé. Honnêtement, vous êtes à la Schema. Je vais parler franc jeu avec vous, c'est pas une école qui est gratuite, vous êtes là, vous savez pourquoi vous êtes là pour apprendre, vous êtes là pour acquérir des compétences, vous êtes là pour acquérir un diplôme, certes, mais vous êtes surtout là pour acquérir en fait une vraie base qui fera de vous des professionnels plus tard, en fait. Donc c'est un mécanisme d'apprentissage. Si vous-même, vous sabotez ce mécanisme d'apprentissage parce que vous utilisez un raccourci qui est l'IA générative pour produire des choses, alors que vous ne savez pas comment produire une étude de marché ou que sais-je, vous vous sabotez vous-même, en fait. Ça, c'est ce que je vérifie avec mes consultants. Je vérifie qu'ils utilisent l'IA générative pour aller plus vite, mais qu'ils ne se sabordent pas dans leur processus d'apprentissage, en fait. Voilà, c'est très important et c'est pas facile, pour être très honnête, parce que la tentation, elle est grande, en fait. La tentation, elle est grande d'utiliser une IA générative pour générer vite un rapport qu'on nous demande un client. Sauf que si le client demande des modifications, si vous ne l'avez pas généré vous-même, c'est plus difficile à corriger, en fait. Ça répond à ta question, Loris? Parfait. Très bien. On va terminer par une toute dernière question de Mike. Et pendant que Mike prépare sa question, je rappelle que celles et ceux qui ont répondu aux questionnaires, qui ont indiqué leur volonté de se joindre à nous, et on le remercie très chaleureusement, c'est Schema Publica qui offre un petit moment convivial en face à la quoi juste après pour les personnes qui se sont manifestées par écrit par avance. Mike, la dernière question pour conclure. Alors, ma question, c'est est-ce que l'IA peut nous aider dans la recherche d'emploi? Ou bien, comment est-ce que l'IA peut nous aider dans la recherche d'emploi? C'est ouvert à tout le monde. Alors, on se regarde pour savoir qui va répondre. La recherche d'emploi. En termes d'outils pour la recherche d'emploi? Exactement. Tous les deux. Alors, parce que là, c'est critique, parce que beaucoup d'entreprises utilisent l'IA aussi pour le screening des CV.
Et l'IA, c'est très rationnel. Elle regarde aussi les mots et comment le CV est créé. S'il manque des mots-clés, et l'ordre des mots fait la différence. Dans le passé, j'ai dirigé un programme in data science et digital marketing et les étudiantes disaient quand on applique et on envoie les CV, on est détecté selon l'ordre des mots. Si on met avant digital marketing, c'est moins intéressant que data science. Donc si je comprends bien, on doit faire par exemple les captures d'écran des job descriptions et puis l'envoyer sur l'IA pour pouvoir améliorer nos CV? Alors, l'IA cherche de faire le match entre les descriptifs du poste et les compétences que l'entreprise demande et les compétences qui sont indiquées dans les CV. Plutôt, c'est d'emphasiser les compétences qu'on a vraiment acquises parce qu'après, il y a l'entretien. Donc, c'est mieux pas qu'écrire. On termine là-dessus. Mettre en évidence des compétences que j'ai, qui sont recherchées, à la place de les mettre en seconde ligne, elles doivent avancer parce que l'IA fait ce match. Bien sûr, il y a aussi les cas extrêmes, comme on l'a vu avec Amazon, que l'IA produisait des bias. Et là, il y a la GDPR aussi, les AI Act, qui va imposer des règles que les entreprises doivent respecter. Le fait que l'algorithme doit être transparent, mais con la generative AI c'est très difficile d'avoir un algorithme transparent, c'est très très compliqué. C'est important que les principes éthiques soient respectés. Donc l'égalité, hommes-femmes, la diversité, les différents pays d'origine. Donc là, il y a des règles qui vont impacter. En termes de compétences, on a déjà discuté avant. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on poursuive les échanges autour d'un verre à l'Aqua. Et on remercie dès maintenant Margherita Pagani, Nosing Doc, Salmon Drey, Jean Sfrogavarch et bien sûr Frédéric Vidal. Merci à vous tous.